Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama, c'est Jean-Michel Nolot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous publiez un livre terrifiant, Éviter l'effondrement. Les politiques nous préparent une catastrophe financière pire que la précédente. C'est aux éditions du Seuil. Votre pédigré, c'est hyper intéressant parce qu'on a souvent des théoriciens de la finance qui ont plein d'idées. Vous, ce qui est intéressant, c'est que vous étiez au cœur du réacteur. Vous êtes ancien banquier. Vous étiez pendant 10 ans… Banquier d'affaires. Banquier d'affaires, oh là, c'est un vilain mot ça, banquier d'affaires, soyons précis. Je ne crains pas. Régulateur au sein de l'AMF, de l'Autorité des marchés financiers, pendant 10 ans, de 2003 à 2013. Magnifique institution. Oui, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, bien sûr. Ça veut dire que le système capitaliste de l'intérieur, le cœur du réacteur, des marchés, des banques, vous connaissez. Et quand on vous lit, bon, il y a de quoi déprimer, mais en gros, tous les ingrédients aujourd'hui sont réunis pour qu'une nouvelle crise financière éclate, une crise qui serait bien pire, qui ferait passer celle de 2008 pour une vaguelette, pour une aimable plaisanterie. Alors, j'ai pas envie de vous contrarier, mais les taux d'intérêt sont hyper bas, les marchés actions sont élevés, les banques centrales sont à la manœuvre derrière, dans la coulisse. La volatilité implicite telle qu'elle est vue par les marchés est faible, donc personne ne voit rien. Enfin, il n'y a pas de signaux. Il n'y a pas de signaux avant-coureurs qu'une tempête serait imminente. Est-ce que vous n'êtes pas, pardon, je mets les pieds dans le plat, ce qu'on appelle, voilà, ces prophètes de l'apocalypse dont il y en a beaucoup, non? Vous taquinez un peu quand même. Les dérèglements de la finance, je les vois depuis pas mal d'années. Très modestement, j'avais fait un papier dans le Figaro à l'époque, en 1995, en parlant du grand casino mondial de la finance. Et je me rends compte aujourd'hui, on voyait simplement la pointe de l'iceberg à l'époque. Ça n'a rien à voir avec les situations de 1995. En fait, je crois qu'il faut réaliser qu'aujourd'hui, on est à la fin d'un cycle. Si vous voulez, on nous a vendu depuis une trentaine d'années, depuis le milieu des années 80 et même un peu avant. Une révolution libérale, c'est ça? Voilà, le tout libéral, et on a vu ce que ça donnait. On a cru qu'en faisant tomber les règles, ça permettait de doper la croissance. Et puis en réalité, on a vu que ça débouchait sur des crises, de multiples crises. N'oublions pas les crises dans les années 90. Et puis le krach de 2002 et une crise qui a rappelé en fait la crise de 29. Et simplement, là vous mentionnez quelques indices à court terme du fait que tout se passe bien. Moi je me souviens pour l'instant, jusqu'ici tout va bien. Oui, eh bien je me souviens qu'au printemps 2007, à l'époque, vous savez, l'indice des marchés qu'on appelle le VIX, l'indice de volatilité des marchés qui représente le stress des investisseurs, il était à son plus bas historique. Comme aujourd'hui. Et effectivement, je vous confirme, ces dernières semaines, on était tout proche de ce niveau 10-11 qui est dans les plus bas historiques. Ça veut dire que les investisseurs aujourd'hui n'anticipent aucun facteur de risque. Je suis profondément en désaccord avec cette thèse. Alors, donc, sinon, les signaux avant-coureurs palpables. Parce que là, dire effectivement, personne ne voit rien venir, pourquoi pas, mais encore une fois, quels sont les ferments de la prochaine crise? Qu'est-ce qu'on voit comme signaux là qui pourraient nous alerter, qui devraient nous alerter? Mais ce qu'il faut, c'est déjà regarder la photo aujourd'hui de ce qui se passe, de ce monde de la finance. Et vous avez aujourd'hui les mêmes éléments objectifs qu'avant la crise de 29, qu'avant la crise de 2007, c'est-à-dire une très grande liquidité. Je cite dans le livre communiqué de la Fed de New York quelques mois avant le krach, où ils disent l'abondance de liquidités fragilise le système et conduit inévitablement à la dépression. C'était quelques mois avant la crise. Mais il y a encore plus de liquidités aujourd'hui qu'en 2008. Eh bien voilà. C'est ça qui vous effraie. Voilà. Ça veut dire quoi qu'il y a plus de liquidités? C'est-à-dire que les banques centrales ont fait tourner la planche à billets. Je vous rappelle que la création monétaire, elle est le fait normalement des banques commerciales et là, depuis une dizaine d'années, des banques centrales. Et qui donnent de l'argent. Les banques centrales veillent d'ailleurs sur la création monétaire des banques commerciales. Ça fait un tout. Mais avant la crise de 2007, on a eu une création monétaire, notamment en zone euro, très abondante des banques commerciales. Et mais heureusement, je vous coupe, mais que la Banque centrale a fait ça, que les banques centrales ont fait ça. Sinon on serait en déflation aujourd'hui. Peut-être qu'on a évité la pire des crises parce que justement, elles ont été à la manœuvre. Tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, Friedman le disait, il faut intervenir une fois et très rapidement. Et en réalité, qu'est-ce qu'on constate? La Fed de New York, depuis novembre 2008, en réalité, n'a pratiquement pas changé de politique, c'est-à-dire des taux d'intérêt. Il y a eu 2 petites hausses d'1/4 de point, alors que le taux de croissance était en moyenne à 2% aux États-Unis et que la hausse des prix se promenait entre 1% et 2%. La Fed accélère, là, on a vu. La Fed est en train d'accélérer sur le resserre monétaire. Oui, bien sûr. Tout en étant en retard. Mais bien sûr. Mais
je ne veux pas pousser les schémas cataclysmiques à l'extrême, mais on a un petit peu le sentiment que c'est la fête de New York en 1927-28, quand tout d'un coup on se met à augmenter les taux d'intérêt et on réalise un petit peu tard qu'on aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Le problème de fond derrière tout ça, c'est que les banques centrales divergent sur le fait de savoir si elles ont en charge la stabilité financière. Vous savez, Ben Bernanke considérait que... Le prédécesseur de Janet Yellen. Voilà, le prédécesseur de Janet Yellen considérait que la stabilité financière ne faisait pas partie des objectifs de la Fed et que le problème de l'éclatement de la bulle ne devait pas être intégré dans la politique monétaire de la Banque centrale. Qu'il y avait plus... que le coût était plus important à freiner, à augmenter très vite les taux d'intérêt, à freiner la croissance. Voilà. Donc, c'est ça qui est très embêtant. Mais encore une fois, les signaux avant-coureurs, j'y reviens. On peut toujours dire, c'est vrai, il y a beaucoup, la dette publique et même privée est plus élevée aujourd'hui qu'elle ne l'était avant la crise de 2008. En même temps, on se dit que quand on voit le Japon, on se dit qu'il n'y a pas de péril en demeure. Ils ont 2 fois plus de dettes que la France ou comme les États-Unis et vivent pas si mal que ça. C'est pas, non ? Mais il y a une petite différence au Japon. C'est le fait que, c'est vrai, avec 250% par rapport au PIB de dette publique, c'est une dette qui est nationalisée. Ils ont l'air de... moi, je dis que c'est une énigme dans le livre tout de même, parce que, comme dit Patrick Artus, en fait, ils sont condamnés à ne pas augmenter les taux d'intérêt. Donc, au bout du bout, ça finit par poser un problème. Mais vous avez les investisseurs japonais, les banques japonaises, la banque centrale japonaise, qui sont derrière la dette publique japonaise. Il n'y a aucun, investisseur étranger, très peu, qui possède cette dette publique japonaise. Vous dites en creux, encore une fois, donc dans les ferments, on a compris, il y a les marchés financiers qui n'ont pas été assez régulés. En même temps, il ne faut pas tout mélanger, mais les banques ont été mieux capitalisées. Il y a des réformes qui ont été... À vous écouter, il n'y a pas eu de réformes. Il y a eu des réformes qui ont été faites, mais elles sont à la marge, elles ne sont pas assez conséquentes. Bien sûr. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'on s'est arrêté en chemin. Les banques, les grandes banques systémiques, effectivement, on a renforcé leurs fonds propres, ça ne fait pas de doute. C'est une remise à niveau, parce que n'oublions pas que le numérateur et le dénominateur du ratio ne sont pas les mêmes qu'il y a 15 ans. Puisqu'on pondère les risques désormais. Mais ça a été une réforme très positive. Donc on a réformé la finance, on a réformé les marchés, mais pas suffisamment. Très rapidement, les quelques grands chantiers qui avaient été définis par la feuille de route du G20, les produits dérivés, on n'a pas réduit. Vous n'êtes pas contre sur le principe, d'ailleurs, vous admettez que les produits dérivés n'êtes pas contre. Quand il s'agit de couvrir un risque. J'ai été un praticien passionné des produits dérivés. Quand il faut couvrir un risque parce qu'on est producteur de blé et qu'on n'a pas envie de perdre de l'argent, c'est utile les produits dérivés. Les produits dérivés qui servent à couvrir des risques pour les industriels, c'est 7-8% de l'ensemble des produits dérivés. C'est ça qui est problématique. Aujourd'hui, ça n'a pas été régulé les produits dérivés. On avait dit qu'il y aurait des chambres de compensation, qu'on réduirait le marché OTC, enfin le marché de gré à gré, et que justement qu'avec une chambre de compensation, il y aurait moins de risques, moins d'opacité. Voilà, mais vous avez parfaitement raison, vous résumez très bien les choses. Simplement, on n'a pas réduit le volume. On est toujours entre 8 et 10 fois le PIB. Donc derrière, c'est la déconnexion entre l'économie réelle et la sphère financière, c'est ça qui est derrière. Mais voilà, c'est l'hypertrophie de la finance qu'on retrouve de diverses façons, surtout. Mais qui pourrait continuer. Savez-vous que sur les produits dérivés, ils s'échangent toutes les semaines l'équivalent du PIB mondial ? Bon, ça, c'est un signe, tout le monde peut le comprendre, c'est un signe de l'hypertrophie de la finance. On n'a pas besoin de cette masse de produits dérivés. 10 banques dans le monde captent la totalité du courant d'affaires des produits dérivés. Donc on n'a pas assez régulé les marchés, il y a trop de liquidités dans les circuits financiers. Donc en gros, la faute des banques centrales, la faute des politiques qui n'ont pas assez régulé parce que finalement les gouvernements dépendent trop des marchés financiers. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à les réguler d'ailleurs. Oui, mais bon, moi je ne porte pas du tout un regard accusateur sur les lobbies financiers, ni sur les banques, et encore moins en tant qu'ancien banquier. Je pense que tout le monde défend ses intérêts. Les lobbies financiers le font souvent très bien, ils sont très compétents. Le problème est du côté des politiques. Les politiques ne font pas l'effort de comprendre les enjeux de la finance. Et donc, ils se font raconter des histoires très facilement par les financiers, et qui sont, encore une fois, complètement dans leur rôle. Mais les politiques, je crois que... Mais ce n'est pas un problème français, pardon, mais vous écoutez, ce n'est pas la faute de notre personnel politique. En France, on pourrait avoir ce débat-là partout dans le monde, sur la capacité à vraiment tempérer, réguler, mettre au pas, diront certains, la finance, la sphère financière. Ce n'est pas un problème franco-français. Je vais prendre un exemple. Michel Barnier, qui est un peu l'exception qui confirme la règle. Lorsqu'il est allé à Bruxelles, il a appris en quelques mois, avant de prendre ses fonctions,
quels étaient les enjeux de la finance. Et il a pu ensuite, sur ces 41 textes, se battre sur chaque disposition pour essayer de aujourd'hui, sauver Michel Barnier, il est commissaire européen. charge du Brexit. Oui, d'accord, mais c'est Voilà. avant. Avant, il était en charge. Voilà, pendant 5 ans. Oui. Pendant 5 ans. Et ensuite, on a été chercher un Anglais, n'est-ce pas? C'est la mandature de Jean-Claude Juncker, qui est un grand libéral. Et donc, on a fait une pause, c'est-à-dire on a en fait décrété un recul dans la réforme de la finance. Donc les coupables, c'est tous coupables, à la fois les politiques, les lobbies Non, moi non, encore une fois, si vous voulez, je ne porte pas du tout d'accusation. Oui, mais vous demandez plus de régulation, plus d'encadrement. Je pense que écoutez, je cite l'exemple de Roosevelt, quand il prend ses fonctions mars 1933. Qu'est-ce qu'il fait Roosevelt? Dans les 48 heures, il manifeste une volonté de rupture. C'est-à-dire qu'il remet au pas immédiatement les banques commerciales, il prend le contrôle de la banque centrale, il commence à dénoncer le fétichisme de l'étalon or. Et d'ailleurs, voilà, c'est un système... Quel est le parallèle par rapport à aujourd'hui? C'est le courage politique? Eh bien, je pense que dès 2009, mais moi, j'en ai pas été conscient tout de suite, on a nommé des gens... aux États-Unis, qui n'avaient au pas Conseil de de volonté de stabilité rupture financière, qui est le bras droit du G20, en Europe, etc. On a nommé des gens qui venaient, qui s'étaient même quelquefois battus contre les réformes de la finance, vous voyez bien. Donc on ne peut pas attendre d'un Larry Summers, ancien pour ne pas le secrétaire au citer, Trésor voilà, qui s'était battu américain contre la régulation des produits dérivés, de faire la réforme des produits dérivés. C'est absurde, si vous voulez. Jean-Michel Nolot, pourquoi est-ce que la prochaine crise financière sera pire? C'est ça l'enseignement, c'est que la prochaine, que vous ne datez pas parce qu'on est incapable de savoir quand est-ce qu'elle va arriver, ni d'ailleurs d'où, on pourrait se poser la question d'où elle pourrait arriver, même s'il y a quelques pistes dans votre livre. Pourquoi est-ce qu'elle sera pire, cette prochaine crise financière? C'est flippant, en 2008 on dit la pire crise depuis 1930, et là vous dites que la prochaine sera pire. Parce que d'abord, les liquidités qui ont été créées par les banques centrales ont été créées bien au-delà de l'économie, des besoins de l'économie réelle. Donc, toutes ces liquidités s'investissent. Mais si elles avaient pu faire autrement, les banques centrales, elles l'auraient fait. Si elles l'ont fait, c'est qu'elles n'avaient pas le choix. Mais non, mais elles pouvaient s'arrêter. Si vous voulez, ce serait beaucoup trop facile. Elles avaient peur qu'en enlevant la béquille et que le malade retombe. S'il suffisait de faire marcher la planche à billets pour éviter les crises, il y a longtemps qu'on le saurait. On a eu la démonstration dans l'histoire. Mais c'est ce qu'on fait depuis 20 ans, c'est qu'en fait, on est toujours en politique monétaire très généreuse. Et qu'un jour, c'est la morphine. Ce que vous dites, c'est de la morphine. Hein. Eh bien, c'est de la morphine. Mais vous avez en toile de fond une dette mondiale, vous y faisiez allusion tout à l'heure, que ce soit la dette publique ou la dette privée, qui est à un niveau historique inédit. Monsieur de la Rosière, que vous avez connu, Monsieur de la Rosière, dont le prénom m'échappe, ancien président du... Jacques de la Rosière. Jacques de la Rosière, du FMI, oui. Qui a tout vu avec son âge canonique, qui a vu toutes les crises. Il a écrit un bouquin, il a dit quel est le point commun à toutes les crises qu'il a pu voir? La dette. Et c'est vrai que la dette publique comme privée. Et Jacques de la Rosière dit une autre chose. Il a fait un article dans un grand quotidien du soir pour dire que maintenant, lui qui a travaillé sur les statuts de la future Banque Centrale Européenne dans les années 80, comité de l'or, eh bien, il a écrit que les banques centrales sont aujourd'hui dans la dépendance des marchés financiers. Jacques de la Rosière. Donc, vous voyez bien que... Pourtant, aujourd'hui, en tout cas, la Banque centrale américaine a montré qu'elle voulait accélérer un petit peu. On va avoir une prochaine hausse de taux là. Oui, bien sûr. Mais enfin, ce sont des... si vous voulez, ce sont des... Oui. Mais sont des épiphénomènes, je veux dire, ramenés au problème. On n'a jamais vu une banque centrale ne pas augmenter d'une manière significative les taux quand la croissance moyenne était à 2%. 1,6%. Non, mais l'année dernière. En 2016, 1,6%. Oui, mais 2% en moyenne depuis la crise de 2008. Sur quels actifs financiers, où est-ce qu'il y a des bulles? Elles sont partout. Elles sont partout, il y a des bulles partout? Les obligations, les marchés actions, il y a des bulles partout? Bien sûr, ce sont les banques centrales qui font les prix des obligations. C'est pour ça que quand j'entendais l'autre jour M. François Villeroy de Galhau dire que l'euro protégeait les citoyens parce que les taux d'intérêt avaient baissé de 1,5%. Pas faux, enfin, ça n'a strictement rien à voir. Ce sont les banques centrales qui font les taux d'intérêt. Je pense que comme gouverneur de la Banque centrale française, il doit le savoir. Il est au courant. Quoi. Bon, donc en gros, il y a des bulles sur tous les actifs financiers. Moi, je pense qu'on a une bulle très pourquoi importante aujourd'hui en zone euro. Pendant les premières années après la création de l'euro en 2000, on a vu se constituer une bulle obligataire parce qu'on avait dit la dette grecque, la dette allemande, la dette espagnole, tout ça c'est pareil. Et puis on s'est rendu compte que avoir un taux unique... Ça l'est plus aujourd'hui. Les banques en ont tiré les leçons. Mais
voilà, vous me faites perdre le Non, courant de pardon. ma Non, la Grèce, on parlait de la Grèce qui était oui. au même Donc, prix que l'Allemagne oui, en oui. termes Et de donc, risque. un taux unique de politique monétaire avait convenu à l'Allemagne qui devait de financer sa réunification et ne convenait pas du tout à l'Espagne ou à la Grèce, etc. Et aujourd'hui, c'est inversé. Et tout ça a éclaté en 2010. Qu'est-ce qu'on a fait après 2010 ? On a reconstitué en fait une bulle obligataire parce que dans un premier temps, il y a eu les opérations de LTRO, c'est-à-dire de financement des banques commerciales par la Banque centrale européenne. Avec cet argent, comme il y avait des besoins assez limités du côté de l'économie réelle, les banques commerciales ont acheté de la dette publique. Regardez les chiffres de la dette publique détenue par les banques commerciales en Italie et en Espagne, c'est considérable. 460 milliards en Italie. Et donc, ça veut dire qu'il y a un risque que si... Eh bien, le jour où les taux remontent, naturellement, ça peut provoquer des pertes. Mais la BCE est là, la BCE, elle pilote. Mais je reviens à l'explication de la bulle obligataire. Il y a eu cette première étape. Mario Draghi, en quelque sorte, s'est appuyé sur les banques commerciales pour acheter la dette et limiter la hausse des taux. Et deuxième période, le quantitative easing, qui n'a pas du tout pour objectif de faire remonter l'inflation. En réalité, l'objectif du quantitative easing, c'est d'acheter de la dette des pays du Sud, des pays périphériques, pour éviter la remontée des taux. Pour éviter l'implosion de la Voilà. zone euro et que les pays d'Europe du Sud puissent se financer à bon compte et pas trop cher. C'est ça l'objectif. Et en ça, c'est réussi. Voilà. Il a évité l'implosion de Mais l'euro. les taux sont complètement artificiels. Et le jour où on voit se dessiner la fin du quantitative easing, naturellement, les effets peuvent être dévastateurs. 2018 a priori. Hein. Oui, enfin pour l'instant, normalement, c'est fin 2017. Hein, Oui. donc on repousse l'échéance. Vous avez observé qu'en Allemagne, le taux d'inflation est à 2%. Oui. Donc on a une démonstration de plus que l'euro, une monnaie unique pour des États indépendants, c'est très compliqué à faire fonctionner. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que la Bundesbank achète de la dette à moins 1,5, moins 1%. Alors que l'inflation est à 2%, mais ça n'a aucun sens. Jean-Michel Nello, on manque de temps et c'est passionnant. D'où pourrait venir l'étincelle? Quand? Est-ce que c'est imminent? C'est impossible à dater, mais d'où pourrait venir l'étincelle qui fait que cette prochaine crise se produise? Je pense que l'euro est très fragilisé actuellement, c'est une chose. Aux États-Unis, il vient de se passer quand même quelque chose d'assez impressionnant. Parce que d'abord, Trump est imprévisible et les marchés détestent tout ce qui est imprévisible. Et puis deuxièmement, c'est une économie, mais là on n'a pas le temps, mais qui vit en fait à crédit depuis une trentaine d'années, 40 ans, et de plus en plus, regardez les chiffres de la balance commerciale américaine, qui vit avec la dette. Et par conséquent, pour compenser la stagnation des salaires et la pressurisation des salaires. Et oui, il faut, oui, mais les allègements d'impôts posent un problème. Les États-Unis ont le taux de prélèvement obligatoire à 26%, 36% en Allemagne, 46% en France. Donc vous voyez bien, aller alléger à nouveau les impôts qui ont été allégés par Reagan, par Clinton, par Bush. On est à la fin d'un cycle. Bon. On est à la fin d'un cycle. Encore une fois, et on boucle la boucle avec votre livre Éviter l'effondrement, la crise de 2008, la crise financière, donc n'était qu'un avertissement. Oui, et on n'a pas su prendre les mesures, aller suffisamment loin dans la régulation justement de la finance. Cette crise était absolument dramatique. Et vous voyez, quand on évoque ensemble la fragilité du système financier, je peux vous dire que dès le surlendemain, 2-3 jours après la faillite de Lehman, tout s'est arrêté dans le système financier alors que les liquidités étaient extraordinairement abondantes. Et c'est la démonstration que trop de liquidités fragilisent le système. On est dans cette situation aujourd'hui qui est... On est en face de nappe de gaz, si vous voulez, 7 dettes mondiales historiques, inédites, 3 fois le PIB mondial. Dette publique comme dette publique, des liquidités. Tant que les taux sont bas, tout va bien. Historiquement. Tant que les taux sont bas, ça va. Eh bien voilà, mais... sauf à se condamner à avoir des taux d'intérêt très bas. Dès que vous allez, comme disent les financiers, repricer le risque, et dès que les investisseurs prendront conscience de l'importance de la dette, vous verrez que les ajustements risquent d'être très brutaux. Dernière question, hyper important. Éviter l'effondrement, ça veut dire qu'on peut aussi, donc on peut ne pas se fracasser contre l'iceberg. C'est un livre très optimiste. Comment est-ce qu'on peut, sans déstabiliser le système financier, parce que le système capitaliste, c'est quand même ce qu'on a trouvé de mieux en dehors de tous les autres. Je ne sais plus laquelle est la formule. Ouais. Surtout quand c'est le capitalisme industriel et non pas le capitalisme financier. Qu'est-ce qu'on fait à vous proposer? Il y a des pistes comme ça, interdire la spéculation sur les matières premières, d'accord Non, mais c'est pas interdire la spéculation.
spéculation, c'est fixer un coefficient d'emprise pour les acteurs financiers. Vous savez que l'accès des financiers au marché des matières premières, c'est Goldman Sachs qui convainc le régulateur américain en 1992. On a très bien vécu pendant un siècle sans les financiers sur les marchés de matières Les premières. 3 mesures incontournables pour essayer d'éviter justement cet effondrement qu'on voit juste là. Les 3 mesures, moi je dirais pour les marchés financiers uniquement, hein, je ne parle pas des banques, je dirais limiter le volume des produits dérivés en obligeant tous les produits dérivés à passer par des chambres de compensation. C'est toujours pas le cas aujourd'hui? Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, seuls les produits liquides passent. Or, il se trouve que ce sont les produits non liquides qui sont les plus dangereux. C'est lesquels les produits non liquides? C'est les produits sur mesure, comme on dit. Moi, j'ai adoré, j'en ai fait beaucoup. Bon, voilà. Et sur mesure, ils sont de gré à gré. Ça colle mieux aux besoins du client, mais c'est pas... Autre mesure, le trading à haute fréquence. On sait très bien ce qu'il faut faire. C'est des robots, des algorithmes qui... sont les robots qui interviennent pour 50% des transactions sur les marchés actions aujourd'hui. Ces robots, en fait, envoient des ordres et dans la milliseconde suivante, ils annulent plus de 90% des ordres, hein, en moyenne. Hein, plus de 90%. À quoi ça sert alors? Ça sert juste à manipuler les marchés. Bon, vous voyez bien. Et c'est toléré. L'ancien régulateur qui vous dit ça. Il suffirait de taxer même d'1 euro les ordres annulés pour que ça fasse tomber les modèles économiques du trading à haute fréquence. Qui a le courage de le faire? Est-ce qu'il y a un homme politique qui l'a dit? C'est le problème. Autre mesure, j'ai envie de vous en citer 2 autres. Quand même. Bon, limiter ce qu'on appelle l'effet de levier des hedge funds. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est l'effet de levier, c'est la capacité de spéculation. Exactement, c'est le fait de s'endetter pour investir plus. Voilà, Les hedge funds, c'est les fonds spéculatifs. Et je cite un autre exemple qui est à mi-chemin entre la finance et l'environnement, moi, qui me choque beaucoup, c'est qu'on ne réforme pas le marché des quotas européens de carbone. Ce marché ne sert à rien. Depuis plusieurs années, le prix moyen est entre 4 euros, même 3 euros et 7 euros. Il ne correspond pas à la réalité. Pour que ce marché qui vise à la maîtrise de la moitié des émissions de dioxyde de carbone en Europe, pour qu'il ait une utilité, il faudrait que le prix du carbone soit au minimum de 30-32 euros. Pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas à ce prix-là? Eh bien parce que la météo varie tous les jours, que la conjoncture est plutôt récessive en zone euro, etc. Ouais. En fait, il faudrait une taxe carbone. Ce serait beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace, si vous voulez. Voilà, il y a une bulle financière qui nous pend au nez, mais on peut quand même, parce qu'il faut finir sur une note positive, on peut quand même l'éviter si les mesures sont prises, c'est ça? C'est très simple et tous mes concitoyens peuvent comprendre, j'ai essayé d'exprimer de manière très pédagogique, les réformes qui sont proposées. Je crois que tout le monde peut les comprendre. En tout cas, moi je les ai comprises. Éviter l'effondrement, signé Jean-Michel Nolot. Les politiques nous préparent une catastrophe financière qui sera pire que la précédente. C'est chez Seuil. Merci à vous. C'est moi. Au revoir.